Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est dans le Borinage que nous vous fixons rendez-vous. Nous allons en effet pédaler au départ de Boussu. Nous allons suivre en quelque sorte les traces de Vincent van Gogh qui est passé par ici entre 1878 et 1880. En selle donc pour ce nouveau numéro des chemins du Ravel. À quelques tours de manivelle à peine du Ravel, il est un site qui vaut le détour et fait la fierté des Boussutois, le château de Boussu. Mais qu'on ne s'y méprenne, les vestiges qui subsistent aujourd'hui sont ceux du châtelet d'entrée datant du XVIe siècle. Il prend place sur le site occupé dès l'époque gallo-romaine et où une importante forteresse a été bâtie au Moyen-Âge. L'édifice, joliment restauré, est entouré d'un remarquable parc jalonné d'arbres centenaires et de sentiers où il fait bon se promener. Vos débuts sur l'assiette de l'ancienne ligne 98B seront à l'image de toutes les lignes du Borinage. Elles regorgent d'ouvrages d'art témoins du savoir-faire disparu. Disparus aussi les charbonnages qui ont autrefois fait la renommée de la région. Leurs traces sont pourtant toujours vivaces. Ainsi, de part et d'autre de la ligne 98, la plaine aura des accents de termitières noires géantes. Ces montagnes singulières ont été créées de toutes pièces par les hommes, venus de l'Europe entière pour gratter les entrailles terrestres, lui arracher le diamant noir qui était sa fortune, modelant les terrils avec les déchets du charbon. Aujourd'hui, les terrils ont changé de visage. Pris d'assaut par une folle végétation, ils font le bonheur des ornithologues, botanistes et promeneurs. Certains d'entre eux sont devenus réserves naturelles, à l'image par exemple de celle de Marcasse, qui s'étend sur une dizaine d'hectares autour de l'ancien charbonnage du même nom. Nadine Gravis, nous sommes chez vous, vous êtes la présidente de l'ASBL Marcasse et sa mémoire. C'est un lieu hautement symbolique ici. Oui, tout à fait. En fait, déjà par l'histoire du charbonnage, vu son histoire et sa fermeture en 1954. Et donc, le site a été désaffecté en 1955. Et puis, il ne faut pas oublier aussi, il y a Vincent van Gogh qui est descendu au charbonnage de Marcasse. Alors, pourquoi Marcasse? D'où vient ce nom? Marcasse, on supposerait, par rapport à la pierre, la marcassite, qui est une pierre semi-précieuse, qui est une pierre noire, ou éventuellement par les marcassins, puisque dans le temps, ici, c'était quand même assez bien boisé, donc on pourrait supposer que ça puisse venir de là aussi. Alors, qu'est-ce qui reste comme vestige ici? Le charbonnage se compose de 3 puits de mine, dont les 2 principaux se trouvent ici près de nous, et ils ont une profondeur plus ou moins de 156-157 mètres. Alors vous parliez tout à l'heure dans l'introduction de Vincent van Gogh. Vincent van Gogh est passé par ici. Oui, Vincent van Gogh est venu en 1879, donc au mois d'avril 1879. Il est descendu, lui, à 700 mètres de profondeur avec un ouvrier et il raconte dans une de ses lettres justement sa descente dans la mine qui l'a marqué très fortement. C'était vraiment pour s'imprégner de la vie du Borinage, c'est pour ça qu'il est descendu avec les mineurs? Oui, et en fait, c'était quelqu'un qui avait vraiment la compassion, je dis, par rapport aux gens malheureux, et il voulait vraiment vivre comme les mineurs. Donc, d'où sa demande pour descendre dans le puits de mine, et en même temps d'aider les gens, puisqu'il a aidé à plusieurs catastrophes aussi, donc ici à Marcasse et à la Grappe à Frameries. Et donc, c'était quelqu'un qui avait vraiment une compassion, puisqu'il a donné tous ses vêtements. Et après, il voulait vraiment vivre, je vais dire, à l'abandon comme les mineurs, d'où il a été construit une cabane dans le bois, d'où on l'appelait El Seau del Bo, donc le seau du bois. Nadine, merci beaucoup. On va continuer de notre côté à parler de patrimoine. On va quitter provisoirement le Borinage. On va se rendre dans la région du centre et plus précisément sur le canal du centre historique. C'est pour notre Minute Patrimoine qui est aujourd'hui consacrée aux ascenseurs. La méthode traditionnelle pour franchir des dénivelés, c'est des écluses. C'est une méthodologie qui est bien connue, bien pratique.
Mais ici, on se trouvait à devoir franchir plus de 70 mètres de dénivelé sur seulement quelques kilomètres. Et là, les écluses deviennent très difficiles à utiliser parce qu'en plus, la partie supérieure du canal, ce qu'on va appeler le bief de partage, a très peu d'alimentation naturelle en eau. Et les écluses sont très consommatrices d'eau. Et c'est la raison pour laquelle on a opté pour une autre technologie qui est celle des ascenseurs à bateau et qui avait un premier exemple en Angleterre, à Anderton. Et donc on s'est inspiré de ces exemples-là pour construire ces 4 ascenseurs qui sont ici tout à fait uniques au monde parce qu'ils constituent une chaîne d'ascenseurs et qui sont encore en fonctionnement selon les techniques d'origine. L'ascenseur numéro 1 à la Louvière a été mis en service en 1889 sous Léopold II et les 3 suivants, les ascenseurs 2 à 4, dont celui dans lequel on se trouve, ont finalement été mis en service en 1917, c'est-à-dire 28 ans plus tard. Alors pourquoi 28 ans ? Eh bien essentiellement parce que dans la section qui sépare Bracgny de Thieux où on se trouve ici, le sol devenait très compliqué. On était sur des sols crayeux, donc un sol qui se dissout dans l'eau et sur lequel il y a beaucoup de failles. Et en plus il y avait beaucoup d'exploitations charbonnières historiques qui fait que le sol était un véritable gruyère. Donc il a fallu beaucoup investir là-dedans avant que finalement il soit raisonnable de construire les ascenseurs eux-mêmes. En 1914, au déclenchement de la guerre, ils étaient déjà bien avancés, mais la guerre a évidemment arrêté le projet. Et finalement, c'est l'occupant allemand qui a considéré que c'était une voie d'intérêt stratégique et qui a terminé le chantier et qui l'a mis en service en 1917. Dans l'histoire du borinage, charbonnage et chemin de fer sont indissociablement liés dès le début du XIXe siècle. La région est d'ailleurs pionnière en matière ferroviaire afin d'acheminer le charbon vers le canal Mons-Condé. Composé de nombreuses lignes industrielles complétées par des lignes voyageurs et un enchevêtrement de lignes vicinales, le réseau borin a compté plus de 100 km de voies principales et d'innombrables raccordements privés. La ligne 98 que vous parcourez a pour sa part été progressivement aménagée entre 1840 et 1874. Le cœur de cette ligne traverse le borinage d'ouest en est. Elle passe notamment par Ouham, réputée pour sa procession de la Pucelette ou pour sa ferme de la Cour. Troiselles, dominée par une haute tour-porche abritant un colombier et intégrée dans un corps d'entrée de style classique, subsiste de l'édifice construit à la fin du XVIIIe siècle à l'initiative de l'abbé Don Adam du Casier. Un peu plus loin, la gare de pâturage mérite le coup d'œil. Elle a conservé son hangar à marchandises et surtout son bâtiment voyageur de style néo-renaissance flamand avec des pignons à redans. En décembre 1878, c'est ici que Vincent van Gogh est descendu lors de son arrivée dans le borinage et a séjourné avant d'emménager à Ouham comme prédicateur à l'essai. Vous pédalerez allègrement sur le couloir de verdure, passerez d'une entité à l'autre et ici et là ne manquerez pas de débusquer bon nombre de témoins de petites botaniques ferroviaires. Par-delà Flénu, d'autres terrils se profileront et bientôt une vue majestueuse sur Mons s'offrira à votre regard. En bordure d'un bois, c'est une nouvelle richesse terrestre mêlée à la main de l'homme qui attisera votre curiosité. Benoît Deplace, bonjour. Vous êtes notamment journaliste à Télémbé. Où sommes-nous ici, à quelques encablures de Ravel? Alors ici, on est sur le site qu'on appelle la Malogne, dont l'entrée se trouve juste ici. C'est un ensemble de carrières souterraines qui s'étend à peu près, on estime, à 175 km sur 67 hectares. Donc c'est vraiment immense, juste sous nos pieds. Et en fait, c'est des galeries qui ont été creusées à la main entre 1877 et 1925. Et le but, c'était d'extraire la craie phosphatée. Donc la craie phosphatée a été extraite juste derrière nous. Elle était envoyée dans l'usine là-bas, et une fois que cette craie phosphatée était enrichie ici, elle était envoyée pour fabriquer en fait des engrais.
1925, fin de l'exploitation, mais l'histoire de la carrière ne s'est pas arrêtée là. Non, pas du tout en fait. Elle a servi donc pendant les 2 guerres mondiales de refuge à la résistance notamment. Il y a une stèle commémorative juste devant l'entrée pour commémorer ces faits de guerre. Ensuite, plus ou moins au milieu du XXe siècle, elle a servi de champignonnière parce que toutes les conditions sont idéales pour la culture du champignon, évidemment, dans les souterrains comme cela. Et on retrouve également énormément de fossiles parce qu'on a entre 20 et 30 mètres sous terre et donc c'est vraiment creusé dans l'histoire du monde, de la Terre. Et finalement, entre les années 80 et 90, ici à Coëmes, c'était un lieu très réputé. Les gens se réunissaient ici, ils faisaient des visites eux-mêmes. C'était vraiment un lieu de rencontre très important pour la population. Alors aujourd'hui, on est en pleine actualité parce qu'il y a l'idée de réouvrir ces carrières souterraines au public. Oui, tout à fait, parce qu'à la fin des années 90, donc, les carrières ont été fermées parce que jugées trop dangereuses. Mais la SBL Malogne entre en jeu. C'est un groupe de passionnés, certains sont des scientifiques. Et leur but, c'est vraiment de sauvegarder ce patrimoine qui est vraiment exceptionnel. Et donc pour ça, ils font des études qui durent des centaines, des milliers d'heures. Leur but, c'est de montrer que la Malogne est stable et qu'on peut rouvrir à nouveau ce site exceptionnel à Coëmes. Benoît, vous avez utilisé ce terme exceptionnel, mais vous avez eu cette chance exceptionnelle de descendre dans cette carrière souterraine. C'est le sujet de votre reportage. Tout de suite, la visite. Derrière cette simple entrée, un véritable trésor. Pour y accéder, une centaine de mètres de dénivelé où l'on s'enfonce dans les couches de l'histoire. On a traversé dans la partie muraillée des sables et des limons meubles. On est ensuite entré dans 7 ou 8 mètres de cette roche blanche qui est le tuffeau de Ciply, qui est une roche qui a été exploitée dans le village de Ciply pour la construction. On retrouve encore des maisons qui sont construites ainsi. Ça a été utilisé dans les remparts de Mons. Et juste ici en dessous, cette partie plus brunâtre, en fait, c'est le sommet de la craie phosphatée. La particularité ici, c'est qu'à ce niveau-ci, du bord durci, à quelques millions d'années près, c'est le moment où les dinosaures disparaissent. Là, on a des dinosaures, là, on n'en a plus. Aujourd'hui, ces souterrains ne sont plus exploités, mais ils racontent l'histoire passée des mineurs. On creuse avec une grosse mèche un trou dans la roche, on le remplit de poudre noire, c'est de la poudre en grains. On y met une bourre pour empêcher que ça ne fasse canon, que ça ne saute que par le fourneau. Et en faisant exploser, évidemment, la roche est décomprimée et se fracture, mais surtout laisse des traces comme ça de zones complètement brouillées, avec généralement une petite cavité. Ça, c'est vraiment l'endroit où s'est fait l'explosion. En plus de ces traces historiques, la Malogne permet de comprendre certains principes scientifiques. C'est le cas notamment en géologie. On voit le lit de galets qui plie, qui descend. Il arrive sur une deuxième cassure. Le revoilà à ce niveau-ci. Et il redescend encore d'un cran près. Donc, le bloc qui est devant nous est plus bas que le bloc où on est. La couche est inclinée comme ça. Et le bloc qui est là est parti plus bas. Histoire, géologie ou encore archéologie, ces carrières souterraines représentent un intérêt éducatif immense. Alors, pour la SBL de passionnés chargés de leur sauvegarde, un rêve, rendre le site accessible au public pour en faire un lieu de diffusion des sciences. La première chose, ce serait de pouvoir y redévelopper des visites, d'y redévelopper une forme de contrôle social, puisque la partie souterraine ne va pas sans la partie aérienne. Il faut absolument continuer à faire revivre ce site en surface, y associer pourquoi pas les riverains, et en faire vraiment un espace partagé. En fait, le traitement du fond ne va pas sans le traitement de la surface. Mais pour l'instant, seuls ces passionnés peuvent y descendre pour mener à bien leurs études. Mais ils n'attendent qu'une chose, l'occasion de faire découvrir au public ce patrimoine exceptionnel. Coëmes marquera le terminus de votre balade sur la ligne 98. Une dernière halte s'imposera à la maison Van Gogh. Elle vous permettra de vous plonger dans le quotidien de celui qui est resté de 1878 à 1880 dans le Borinage et de découvrir quelques reproductions de ses œuvres réalisées lors de ce séjour. Un séjour qu'il a profondément marqué et au cours duquel il a annoncé à son frère Théo son désir de devenir artiste.